Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Merci d'avoir choisi de suivre le journal de la Radio Publique Africaine de ce dimanche 19 juillet 2026. Tout d'abord, le sommaire. Certains militaires burundais ayant participé à la mission en Somalie qui n'ont pas été rémunérés depuis 4 ans demandent au gouvernement burundais d'engager des poursuites judiciaires contre l'AMISOM et l'ATMIS. Depuis 4 jours, le feu ravage la réserve naturelle de Vianda, située en commune de Bururi, province de Burunga. L'association Facha, qui œuvre dans le domaine de la protection de l'environnement, interpelle le gouvernement à redoubler d'efforts pour prévenir ce genre de catastrophe. Ce dimanche est prévu à New York la grande finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Espagne. Ce sera la deuxième fois que ces deux nations se croisent dans la Coupe du Monde. Vous allez le suivre dans ce journal. Dans un instant, les détails de cette édition. Bonsoir et bienvenue, page politique pour commencer. Célébration ce samedi 18 juillet de la journée internationale Nelson Mandela, une journée consacrée à la promotion de la paix, la liberté, la justice et la solidarité. Mais qui est Nelson Mandela? Pourquoi cette journée est-elle célébrée et quel rôle a-t-il joué dans la recherche de la paix au Burundi? Le point avec Balthazar Miburo. La journée internationale dédiée à Nelson Mandela est célébrée chaque année le 18 juillet, date qui coïncide avec l'anniversaire de naissance de l'ancien président de l'Afrique du Sud. Cette journée a été instaurée par l'Organisation des Nations Unies en 2009 et rend hommage à celui qui est considéré à travers le monde comme un symbole de paix, de liberté, de justice et de réconciliation. Nelson Mandela est l'un des hommes qui ont combattu le système de ségrégation raciale appelé apartheid qui prévalait en Afrique du Sud. Après 27 années passées en prison, il devient en 1994 le premier président noir de ce pays. Il est considéré dans le monde comme un homme qui a privilégié la réconciliation plutôt que la vengeance. Au Burundi, son nom est connu pour le rôle qu'il a joué dans le rétablissement de la paix. Nelson Mandela a été facilitateur des négociations interburundaises qui ont abouti à l'accord d'Arusha pour la paix et la conciliation signée en 2000. Les participants à ces négociations affirment que ce rôle y a été exceptionnel. Cette journée interdit alors que des manifestations visant à lutter contre les étrangers à les faire quitter l'Afrique du Sud sont rapportées dans ce pays. Certains sont tués et d'autres blessés. Ces actes sont commis par des membres du mouvement March and March ainsi que du parti de l'opposition Action CA. L'organisation African Initiative for Relief and Development, qui aide dans l'aide et le développement, a indiqué que ce jeudi le 16 juillet, elle a contribué au rapatriement de 25 Burundais en provenance de ce pays. Ils ont ensuite été conduits au site de transit de Gihanga, dans la province de Bujumbura. La communauté internationale appelle chacun, à l'occasion de la journée internationale Nelson Mandela, à s'inspirer de ses valeurs en posant des actes qui privilégient la paix, la solidarité et la bienveillance envers son prochain. Merci Balthazar Miburo. Et en page réfugiés, la Coalition pour la défense des droits des réfugiés, CBDH-VICAR, est préoccupée par les conditions de vie difficiles des réfugiés burundais installés dans le camp de Lusenda situé en République démocratique du Congo. Ces réfugiés sont confrontés depuis longtemps à de nombreux problèmes engendrés par un manque criant d'aide alimentaire. Le président de cette coalition a réagi après que ces Burundais réfugiés dans ce camp ont une nouvelle fois lancé un appel à l'aide au cours de cette semaine. Léopold Shalangabo appelle au Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à ne pas oublier ces réfugiés burundais vivant dans ce camp de Lusenda. Il souligne que, n'ayant pas d'activité génératrice de revenus, l'aide humanitaire à leur endroit ne devrait pas tarder. Suivez-le.
Le fait que ces réfugiés aient passé plus d'une année sans bénéficier d'une assistance humanitaire du HCR constitue une situation alarmante qui ne peut laisser personne indifférent. Les conséquences sont aujourd'hui visibles. Des familles qui vivent dans une pauvreté extrême, des enfants qui ont abandonné l'école faute de moyens, l'insécurité alimentaire qui s'est aggravée, et de nombreuses personnes vulnérables qui sont privées des conditions minimales nécessaires à une vie digne. Plus largement, nous constatons aujourd'hui que les réfugiés sont confrontés à de multiples difficultés directement liées à la réduction, voire même à l'interruption de l'assistance humanitaire. La CDH-Vicar rappelle que les réfugiés ont droit à une protection internationale qui ne se limite pas à leur offrir un lieu d'asile. Cette protection implique également l'accès à des services essentiels, notamment l'alimentation, l'éducation, les soins de santé et aussi une assistance humanitaire adaptée à leurs besoins. Nous appelons l'OHCR à expliquer publiquement les raisons de cette interruption prolongée de l'assistance et à présenter en collaboration avec les autorités de la République démocratique du Congo et les partenaires humanitaires un plan d'urgence permettant de rétablir rapidement l'aide aux réfugiés du camp de Lusenda. Nous lançons également un appel pressant aux bailleurs de fonds qui semblent aujourd'hui accorder une attention insuffisante aux besoins des réfugiés afin qu'ils renforcent leur soutien aux opérations humanitaires qui leur sont destinées. Passons à la page gouvernance. Certains militaires burundais ayant participé à la mission en Somalie demandent au chef de l'État et au chef d'état-major de tout mettre en œuvre pour leur permettre de recouvrer les sommes perçues durant cette mission. Ces militaires n'ayant pas été payés depuis 4 ans, ils demandent désormais au gouvernement d'engager des poursuites judiciaires contre la MISOM et l'ATMIS, organisations qui les ont employés et qui ne les ont pas rémunérés. Le point avec Emmanuel Ndayishimiye. La voix est celle d'un militaire burundais qui était en mission en Somalie où il déplore la longue attente pour le versement de l'argent pour lequel il travaillait pendant sa mission. Comme il l'a confié à la radio RPA, cela fait aujourd'hui 4 ans que lui et d'autres militaires ont fait appel au chef de l'État et au chef d'état-major en vain. Nous, les militaires qui avons quitté la Somalie il y a 4 ans, avons tenté de faire appel au président, au ministre de la Défense et au chef d'état-major des armées, les suppliant de nous aider et de nous verser nos soldes. À l'époque, nous n'avions pas été payés depuis 1 an. Nous leur avons demandé de nous verser l'argent que nous avions gagné ou de nous accorder un prêt du gouvernement que nous rembourserions une fois payés. Mais nous avons entendu et nous avons fini par abandonner. Actuellement, ces militaires ne comprennent pas pourquoi les organisations qui emploient les militaires déployés en mission en Somalie changent constamment, mais que le gouvernement ne les indemnise pas pour leurs pertes, allant même jusqu'à affirmer que, si nécessaire, il les traduira en justice. Maintenant que la situation en est arrivée là, il est difficile de comprendre comment la MISOM a pu nous utiliser et partir sans nous verser notre dû. L'ATMIS a ensuite pris le relais en nous promettant de nous payer, mais elle ne l'a jamais fait. Récemment, en notre mission, le SOM a également payé les précédents militaires partis, mais elle nous a oubliés pendant 4 ans. Nous demandons donc au chef de l'État, au ministre de la Défense et au chef d'état-major de nous verser notre dû. Si nécessaire, le gouvernement devra prendre des mesures contre la MISOM et l'ATMIS. Dans le cas contraire, nous engagerons des poursuites contre le chef de l'État, le ministre de la Défense et le chef d'état-major. Nous les prions instamment de bien vouloir nous restituer les sommes qui nous sont dues. De plus, ces militaires ne comprennent pas non plus ce que le chef de l'État Évariste Ndayishimiye dirige les pays de l'Union africaine alors que ses propres soldats ne sont pas payés. Selon nos sources, ce problème est déjà évoqué auprès des hauts gradés militaires, mais pour l'instant, aucune mesure n'a été prise. Merci Emmanuel Ndayishimiye. Une courte pause et nous poursuivons avec la page Société.
européenne. Les routes d'accès à la commune Muhanga, dans la province de Butanyerera, sont fortement dégradées. Les déplacements des personnes ainsi que le transport des marchandises sont devenus extrêmement difficiles. Si rien n'est fait pendant la saison des pluies, ces dernières risquent d'aggraver davantage leur état. Dani Claire, Ilatkumba. Les routes d'accès à la commune de Muhanga dans la province de Butanyerera sont presque toutes en très mauvais état, en particulier celles qui passent par Rango. Un habitant de la commune de Muhanga indique que les routes reliant Kiganda à Muramvya ainsi que celles venant de Bukeye vers Muhanga sont fortement dégradées. Les déplacements en moto comme en voiture, de même que le transport des marchandises, sont devenus très difficiles. Pourtant, les autorités avaient promis les réhabilitations, mais jusqu'à présent, aucune intervention n'a été réalisée. Il y a une route qui part d'Okiganda, passe par Gachabo, Mbuye et Rango avant d'arriver dans la commune de Muhanga. Cela fait longtemps que les autorités promettent sa réhabilitation, mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. Cette situation complique énormément le transport des marchandises. Il y a également une autre route qui relie Bukeye à Muhanga qui est dans un état tout aussi préoccupant. Si les pluies commencent, elle deviendra pratiquement impraticable. Selon cet habitant, la route reliant Bujumbura à la commune de Muhanga en passant entre Mbuye et Kiganda avant d'arriver à Rango puis à Muhanga est également dans un état très préoccupant. Aujourd'hui, toute personne venant de Bujumbura pour se rendre à Rango doit passer par le tronçon situé entre Mbuye et Kiganda qui est lui aussi dans un état déplorable. Même le trajet entre la route asphaltée et Mbuye est devenu très difficile tant la chaussée est dégradée. Cela fait des années qu'on nous promet sa réhabilitation. Cette route part de Kiganda, traverse Gatabo, Mbuye, Rango et Muhanga avant de rejoindre l'accès Ruhororo Ngozi. Nous nous demandons vraiment comment les usagers pourront circuler lorsque la saison des pluies sera bien installée. Les habitants de la commune de Muhanga affirment que la dégradation de ces routes complique considérablement leur quotidien. Ils demandent aux autorités compétentes d'apporter une solution dans les plus brefs délais. Ils craignent qu'avec l'arrivée de la saison des pluies, ces routes ne se détériorent encore davantage si aucun travail de réhabilitation n'est entrepris. Merci Dani Claire. Ilatkumba. À présent, page environnement. La réserve naturelle de Vianda, située en commune Bururi, province de Burunga, a pris feu depuis jeudi de cette semaine et des sources locales révèlent que plusieurs arbres sont déjà partis en fumée. L'association Facha qui œuvre dans le domaine de la protection de l'environnement se dit consternée par des feux de brousse qui ravagent les collines. Patrice Saboguheba, président de la dite association, interpelle le gouvernement à redoubler d'efforts pour combattre l'habitude de certains éleveurs qui cherchent des pâturages en brûlant des collines malgré la mise en place de la loi sur la tabulation permanente. Suivez plutôt Patrice Saboguheba, président de l'association Facha. Oui, selon des sources concordantes, la réserve naturelle de Vianda brûle depuis jeudi 16 juillet 2026 le soir. Donc, pour l'association Facha, c'est très déplorable parce que depuis le début du mois de juin 2026, nous avons lancé plusieurs messages d'alerte pour prévenir les feux de brousse, pour dire qu'il fallait engager tout le monde pour qu'on évite toutes les causes pouvant produire des feux et qui dévastent ces collines, ces forêts. Et nous partons de cette réserve de Vianda pour relancer encore une fois le cri d'alarme pour que le gouvernement du Burundi engage plusieurs forces pour que d'abord la population soit mise en avant et cela pour éviter l'habitude selon laquelle il faut toujours chercher des pâturages au début du mois de septembre. Et donc, il faut recourir à la loi. Il y a une loi qui encourage la stabilisation permanente pour les éleveurs. Et si cela est vrai, il faut encourager les éleveurs à pratiquer et à respecter cette loi de la stabilisation permanente et éviter la divagation. Et si cette réserve naturelle de Vianda serait brûlée pour cause d'incendie criminel, le président de l'association Facha trouve qu'il faut renforcer la garde et y mettre des moyens suffisants afin de prévenir et d'arrêter ce genre de feu.
Encore une fois, Patrice Savougueba. Si la réserve de viande serait en train de brûler pour cause d'incendie criminel, alors il faut faire attention. Il faut renforcer la garde. Et parce que une personne, 2 ou 3, c'est difficile de protéger, de veiller, de contourner une superficie allant jusqu'à 4 hectares. Donc, il faut donner beaucoup de moyens à l'Office burundais pour la protection de l'environnement pour qu'il engage plusieurs veilleurs pour que ces incendies soient prévenus et arrêtés à temps. Sinon, pendant la saison sèche, on voit et on entend des feux de brousse. Et comme si il n'y a pas de prévention, comme si il n'y a pas de garde sur tous ces boisements, nous relançons le cri d'alarme. L'alerte est pour que sur toutes les collines du Burundi, au niveau de la population, il y ait un esprit de veiller à la protection de l'environnement. Parlons éducation. Aucun concours national ne sera organisé en 6e année primaire pour permettre aux élèves d'accéder à la 7e année. Cette déclaration a été faite par le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, lors d'une conférence de presse tenue mercredi 16 juillet. Le ministre a précisé qu'à la place de ce concours, un test de sélection sera organisé pour identifier les élèves ayant obtenu les meilleurs résultats afin de les intégrer dans les écoles d'excellence. Je vous propose de l'écouter. Je profite de cette occasion pour informer le public que les informations circulant sur les réseaux sociaux selon lesquelles le concours national de la 6e année va être restauré sont erronées. Cependant, dans le cadre de la redynamisation de l'internat dans les écoles, le concours d'entrée dans les écoles d'excellence servira pour un double objectif. Ceux qui auront la meilleure note seront orientés en 7e année des écoles d'excellence, au moment où les suivants, qui auront une bonne note, seront orientés en 7e année des écoles publiques à internat et dans les écoles publiques de la mairie de Bujumbura en fonction des places disponibles. Les autres élèves qui viennent de réussir la 6e année seront orientés comme d'habitude dans d'autres écoles organisant la 7e année. Il convient de signaler aux parents qui aimeraient que leurs enfants soient orientés à l'internat, mais qui seront malheureusement limités par les points obtenus, de chercher des places à l'internat dans les écoles privées à internat de leur choix. Nous profitons de cette occasion pour encourager les promoteurs des écoles privées à créer des internats, car la demande de l'internat par les parents d'élèves est actuellement très forte. Nous signalons aussi que conformément à la politique de la gratuité scolaire, les élèves qui seront orientés en 7e année des écoles publiques à internat seront exemptés du minerval, mais payeront seulement les frais d'internat pour couvrir le logement et la restauration. Le ministre de l'Éducation annonce également que 6 universités ont été fermées parce qu'elles ne remplissent pas les conditions exigées par le ministère de l'Éducation. Il informe aux nouveaux étudiants de ne pas s'inscrire dans ces universités avant que les conditions exigées ne soient remplies. Écoutons-le. igikorwa cyakozwe muri kaminuza n'isuzumwa ryakorewe amakaminuza kugira ngo koko. L'activité menée dans les universités consistait à une évaluation visant à vérifier si ces établissements fonctionnent conformément aux lois en vigueur et si les formations qu'ils dispensent répondent aux normes de qualité. À l'issue de cette évaluation, il a été décidé que les universités ayant obtenu moins de 50% ne seront pas autorisées à inscrire les étudiants en première année au cours de la prochaine année académique. En revanche, elle est pour continuer à assurer la formation des étudiants déjà inscrits. Une nouvelle évaluation sera organisée l'année suivante afin de vérifier si ces universités se sont conformées aux exigences. Si aucune amélioration n'est constatée, des mesures plus sévères seront prises à leur encontre. Les universités concernées par cette décision sont Institut supérieur d'information, de communication et de technologie avancée, Institut international d'entrepreneuriat et de gestion,
Institut supérieur de technique de gestion, Livingston University College, Université supérieure Nelson Mandela, Université supérieure de l'entrepreneuriat du Burundi, ISEBU. Ces établissements ne sont donc pas autorisés à accueillir de nouveaux étudiants en première année. Les élèves qui envisagent d'entrer à l'université l'année prochaine sont invités à ne pas s'inscrire tant que cette mesure reste en vigueur. yemerewe kwakira abanyeshure bo mu mwaka wa mbere kandi twosaba abimirije kuja muri kaminuza yuko izo kaminuza zitandatu batoheza ngo baziyandikishemo. Clôturons ce journal avec la page sport. Ce dimanche, à 21h, heure de Bujumbura, les passionnés de football du monde entier auront les yeux rivés sur le MetLife Stadium à New York, où se jouera la grande finale de la Coupe du Monde entre l'Argentine et l'Espagne. C'est la deuxième fois que ces deux nations se croisent dans la Coupe du Monde. La dernière rencontre remonte à 1966, lorsque l'Argentine s'était imposée face à l'Espagne par 2-1. Pour en savoir davantage sur ces deux équipes, nous retrouvons notre confrère Désiré Hatungimana. Le match final de la 23e Coupe du Monde est très attendu par les passionnés du football. Il oppose deux nations liées par l'histoire et partageant la même langue. L'Espagne, qui avait colonisé l'Argentine au XVIe siècle, a vu ce pays accéder à l'indépendance en 1810. Pour atteindre cette finale, l'Espagne a remporté 6 rencontres et concédé un nul lors de son premier match contre le Cap-Vert sur un score d'un but partout. Elle a inscrit 14 buts et n'en a encaissé qu'un seul contre la Belgique. L'équipe espagnole s'est distinguée par la maîtrise de son milieu de terrain et par la cohésion de ses joueurs, ce qui lui a permis d'éliminer des favoris comme la France de Kylian Mbappé et le Portugal de Cristiano Ronaldo. De son côté, l'Argentine a gagné ses 7 matchs, dont 2 après prolongation face au Cap-Vert par 3-2 en 16e de finale et contre la Suisse 3-1 en quart. Elle totalise 19 buts marqués contre 7 encaissés. Si son attaque est redoutable, sa défense reste fragile, n'ayant réussi à garder ses cages isolées que contre l'Algérie et l'Autriche. L'Argentine s'appuie largement sur les champions du monde 2022 avec 17 joueurs encore présents dans l'effectif. 6 Argentins évoluent dans le championnat espagnol, dont 5 à l'Atlético de Madrid et 1 au Real Betis. Lionel Messi, longtemps joueur du FC Barcelone, retrouvera dans cette finale Lamine Yamal, qu'il considère comme son fils spirituel, tandis que Yamal le voit comme un mentor. Tous deux sont issus de la Masia, le centre de formation du Barça fondé en 1979. L'Espagne compte d'ailleurs 8 joueurs formés dans cette académie, à savoir Yamal, Gavi, Cubarsí, Olmo, Eric Garcia, Grimaldo, Cucurella et Victor Munoz. Rappelons que le 11 juillet 2010, lors de son dernier sacre mondial face aux Pays-Bas, sur un score d'1-0, l'Espagne alignait déjà 6 joueurs formés à la Masia, dont Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets et Pedro. Aujourd'hui, de nombreux observateurs estiment que les chances de victoire penchent du côté de l'Espagne. Le pays qui remportera la Coupe du Monde recevra de la FIFA une prime de 50 millions de dollars américains. Chaque joueur, quant à lui, se verra attribuer une bague d'une valeur de 145 000 dollars américains, en plus de la médaille d'or qui leur sera remise. Merci Désiré Hatungimana. Et voilà, c'est la fin de l'édition de ce dimanche 19 juillet 2026. Merci chers auditeurs pour votre attention. Merci à tous mes collègues pour le travail accompli. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Nadège Ilakodze. Bon dimanche à tous.